Bonjour, bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. On poursuit cette série d'entretiens consacrés aux enseignements à tirer, que l'on peut tirer de cette année vécue depuis le 7 octobre. Et on est heureux de retrouver aujourd'hui le philosophe Michel Onfray. Bonjour Michel Onfray. Jean-Antoine. Alors voici donc un an après les massacres du 7 octobre. Est-ce que quelque chose a changé pour vous? Parce qu'on a le sentiment que votre mise à l'écart médiatique demeure évidemment, mise à l'écart par le courant mainstream, on va dire. Est-ce qu'elle s'est accrue du fait de vos positions sur le conflit en cours? Parce que vous, avez vous saisissez les occasions pour dénoncer, notamment en France, l'islamo-gauchisme, l'antisémitisme. Est-ce que c'est exact ou est-ce que ça se manifeste pas nettement? Ça fait 6 ans que je n'ai plus droit au service public, donc évidemment c'est pas compliqué, c'est Arte, la 5, France Inter, France Info, France Culture, Radio France, qu'est-ce qu'il y a encore, Arte, je sais pas si, enfin, etc. Donc ça, de toute façon, ça n'a rien changé. Je sais pas ce qui changera d'ailleurs, éventuellement ce genre de haine, hein, ce genre de mépris. J'ai été par ailleurs sur 2 ou 3 endroits, CNews, BFM et éventuellement de temps en temps, rarement, LCI. LCI, ça fait longtemps qu'on ne m'invite plus, peut-être parce que je ne suis pas un ukrainophile forcené et que je suis un peu plus subtil sur cette question-là. Et puis sur BFM, eh bien, je pense que bon, d'abord, je suis sur CNews maintenant toutes les semaines avec Laurence Ferrari 1 heure. Et contractuellement, je ne dois pas me répandre ailleurs. Donc, comme je suis loyal, je ne suis pas sur BFM, mais ceci dit, il ne m'invite pas beaucoup non plus. Mais un ou deux. Il y a eu Maxime Svitek qui m'a invité récemment pour un livre à paraître. J'ai refusé parce que je ne trouverais pas élégant d'y aller, parce qu'évidemment, on parlerait 3 minutes de mon livre, et puis une demi-heure, on me demanderait de commenter l'actualité. Bon, c'est quand même. Bon, Ce qui a bon, changé. Enfin, je saisis au bon la balle que vous m'offrez, là, parce que il s'est passé quelque chose pour moi le 7 octobre. Je pense que il s'est passé exactement la même chose pour moi que le 11 septembre. De la même manière que le 11 septembre coupe vraiment l'histoire de l'humanité, oui, l'histoire du monde en deux. Ça donne raison à Huntington et ça donne tort à Fukuyama. Et en même temps, on se dit, voilà le retour d'un islamisme agressif, guerrier, menant une guerre contre l'Occident avec les fameuses Twin Towers. Donc quelque chose a eu lieu à ce moment-là. J'ai écrit à ce moment-là mon traité d'athéologie pour dire que j'avais pas envie de choisir. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin, et j'avais donc considéré les 3 religions monothéistes en disant permettez à un athée de dire qu'il n'est pas soucieux de judaïsme, de christianisme et d'islam. Et alors, il y a eu effectivement une volée de bois vert en disant que j'étais antisémite, que j'étais islamophobe, que j'étais christianophobe, enfin, pas trop le droit d'être athée. Et il se fait qu'il s'est passé quelque chose avec le 7 octobre qui, pour le coup, bouleverse, je pense aussi l'histoire du monde, hélas, mais parce que ça se joue actuellement, on ne sait pas jusqu'où ça ira et quelle forme ça prendra. Mais l'histoire de France, ça c'est clair. Je pense qu'en France, il y a une vraie ligne de partage avec aujourd'hui des islamophobes, enfin des islamophiles, pardon, et que les islamophobes ne sont pas ceux dont on dit qu'ils le sont. On en voit un peu partout, c'est-à-dire qu'aujourd'hui est islamophobe quiconque ne dit pas que l'islam est formidable, fantastique, merveilleux. Et on voit aujourd'hui qu'avec Mélenchon qui instrumentalise tout ça, une gauche qui, elle, va derrière Mélenchon pour des raisons purement électoralistes, une droite qui va derrière la gauche également pour des raisons purement électoralistes, se retrouve à défendre l'islamo-gauchisme, les thèses islamo-gauchistes. Et là, je pense vraiment on est entré dans une autre phase de l'histoire de France et que ça va pas être terrible. Il reste 3 ans à Emmanuel Macron et le fait qu'il ne soit pas allé, par exemple, à la manifestation contre l'antisémitisme fait sens. On sait aujourd'hui que ce sont les banlieues qui pilotent l'Élysée, puisque l'Élysée a peur des choix qu'il faudrait faire en disant oh là là, mais il faut surtout pas réveiller les banlieues, réveiller les quartiers et être problématique. Mélenchon nous dit c'est avec ces gens-là qu'il faut désormais compter, laisser tomber le peuple, on n'en a plus rien à faire, il est chez Le Pen, et donc aller voir les jeunes et les quartiers des banlieues. Et je pense effectivement qu'il se passe quelque chose d'assez terrible, parce que à leur corps défendant, il y a une espèce de front islamo-gauchiste qui se fait. Alors évidemment, il y a des nuances, ça part du rose au rouge très vif, mais il n'empêche qu'ils ont un ennemi commun qui reste quand même les juifs. Et ça, c'est assez problématique. effectivement, ce que vous dites, on a quand même le sentiment que ce 7 octobre, ce qu'il a changé peut-être, c'est cette fracturation, parce que c'est vrai en France, mais je pense que c'est vrai aussi en partie aux États-Unis, et que
le clivage juif, antisionisme, antisémitisme est quelque chose qui a pris, disons, qui s'est contrasté, on va dire, sur l'ensemble de la planète finalement. Oui, d'abord, il y a le chiffre, le nombre de musulmans sur la planète, le nombre de pays musulmans. Ensuite, il y a une espèce d'information délirante qui va à la vitesse de la lumière aujourd'hui avec les réseaux sociaux qui permettent de tout dire, et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi, de permettre aux fake news de prendre le dessus. Et puis, il y a toujours cette idée que l'antisémitisme, c'est la pensée des gens qui ne pensent pas. C'est toujours la possibilité pour un antisémite de dire que quel que soit le problème, la réponse, ce sont les juifs. On pourrait même imaginer que s'il y a un réchauffement climatique, c'est à cause des Juifs. Il y a un moment donné, on commence à se dire qu'effectivement, tous ces gens qui ne pensent plus, qui ne pensent pas, ça c'est dû aussi au fait qu'on n'enseigne plus l'histoire, on n'enseigne plus la littérature, on n'enseigne plus la philosophie, on n'enseigne plus à raisonner, et on cherche des moments passionnels où on se dit, si vous cherchez une cause à vos problèmes, c'est pas compliqué, grattez un peu, vous finirez par trouver des Juifs. Et ça finit par être la doctrine officielle des civilisations dans lesquelles on se met à haïr notre propre civilisation. C'est-à-dire on fait plus d'histoire dans les cours d'histoire, on fait plus de philosophie dans les cours de philosophie, on fait plus d'enseignement dans les endroits où on doit enseigner, on fait de l'endoctrinement et de l'idéologie, et il est facile aujourd'hui de dire que les vaccins tuent, que la Terre est plate et que les Juifs pilotent le monde. Il y a un nombre de gens incroyables qui pensent ces choses-là, enfin qui disent ces choses-là, et on ne peut pas faire grand-chose contre ça. On rencontre des gens, l'autre jour, il y a une dame qui m'arrête dans la rue, qui dit ah, monsieur Onfray, j'aime beaucoup ce que vous dites, j'aime beaucoup ce que vous faites, puis alors ce que vous faites sur CNews, c'est bien. Mais on lit tout sur Internet, hein. Il y a un peu n'importe quoi sur Internet, hein. Je dis ah oui, mais concernant, bien sûr, il y a surtout n'importe quoi. Parce que j'ai lu quelque chose, j'aimerais bien savoir si c'est vrai. Vous savez ce qu'on dit de vous sur Internet, que vous seriez juif? Et je dis ah, mais pour une fois, Internet ne dit pas que des sottises. Parce que c'est vrai, dit-elle. Et il y a quelque chose qui se déclenche dans le cerveau de la copine qui, elle, dit, bah oui, parce que sur les vaccins, quand même, puis elle est partie sur les vaccins. Puis elle était contre les vaccins. Et je me dis qu'il y a chez les anti-vax, chez les platistes, etc., enfin, une espèce de non-pensée, et que cette non-pensée, elle peut se trouver libérée avec des Mélenchon, avec des députés de la France insoumise qui sont à l'Assemblée nationale, et puis surtout avec des gens de la France, du fameux nouveau Front populaire, qui finalement font semblant de ne pas entendre, mais cautionnent. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des François Hollande, ancien président de la République, qui finalement ne trouvent pas honteux de s'associer à des gens qui sont des négationnistes en matière de 7 octobre. Alors, on va revenir sur l'événement 7 octobre. On a eu le sentiment qu'au départ, les massacres commis par le Hamas avaient pu ouvrir les yeux quand même sur le danger islamiste, en particulier sur la nature du combat des frères musulmans, que ce soit au Proche-Orient ou en Europe, en Occident. Un an après, tout se passe un peu comme si cette prise de conscience faisait l'objet d'un recouvrement. Il y avait l'une de nos invitées, Sarah Feinberg, qui parlait sur Mosaïque de l'effacement, volonté d'effacement du 7 octobre. C'était le titre d'ailleurs d'un livre auquel je crois vous avez participé, Michel Onfray. Il y a une autre de nos invités, la philosophe et politologue René Frégosi, qui évoquait, en parlant de l'ONU, une volonté de silenciation, c'était son expression, son terme, silenciation de l'événement qui n'a même pas été cité lors de la journée internationale du souvenir et d'hommage aux victimes du terrorisme qui est organisée tous les ans aux Nations Unies le 21 août. Alors en Occident, on le sait, les Israéliens sont très vite passés du statut de victime à celui de bourreau. Comment fonctionne ce phénomène d'effacement puis d'inversion finalement? Comment ça fonctionne selon vous? Il y a d'abord eu un moment de sidération. C'est un peu toujours le cas quand on commence à avoir de l'information, quand on commence à avoir quelques images. Et il faut le temps aux chiens, aux meutes, de se réveiller. C'est-à-dire, je présume que ça a phosphoré à la France insoumise et qu'ils se sont réunis en disant, bon, on répond comment à ça? Il n'est pas question qu'on condamne nos amis du Hamas, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Et puis là, vous savez, la défense, c'est pas compliqué, hein. Il s'agit juste de dire que les bourreaux sont des victimes et les victimes sont des bourreaux. Et puis après, vous cherchez une explication. Et vous dites, oh, mais ils l'ont bien cherché, ces juifs, quand même. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça? Parce que quand même, hein, les gens du Hamas, c'est des gentils. C'est un peuple qui a été oublié, négligé, massacré, exilé, etc., spolié. Enfin, donc vous voyez bien, ces gens, ils font juste ils font exactement la même chose qu'un certain général de Gaulle. Ils résistent, ce sont des résistants. Donc les autres sont des occupants. Et puis très vite, l'élément de langage, Israël égale nazi et Hamas égale résistance, s'est imposé. Et toute la gauche, comme un seul homme, enfin,
sauf quelques très rares exceptions, probablement, je les cherche encore, s'est mis à dire exactement la même chose en nous disant, ben oui, mais enfin, ils ont quand même volé la terre aux Palestiniens, donc c'est bien normal que les Palestiniens se fassent entendre, on les écoute pas autrement, etc. Et on retrouve des éléments de langage qui existent déjà de toute façon, chez Jean-Paul Sartre, chez Simone de Beauvoir, mais aussi chez Alain Badiou. Je rappelle ou j'apprends peut-être aux personnes qui nous écoutent que Alain Badiou a écrit à un moment donné qu'il fallait oublier l'Holocauste. Si les Juifs avaient vraiment trouvé un petit peu une solution au problème, parce que en gros le problème il vient des Juifs, quoi. C'est comme s'il n'y avait pas des Palestiniens qui pourraient te proposer aussi d'autres solutions. Badiou nous dit aux Juifs, oubliez l'Holocauste, en oubliant, en évitant évidemment le mot Shoah. Il veut pas Shoah, donc il veut Holocauste. Donc, effectivement, il y a toujours une espèce d'antisémitisme latent qui est là. Et il y a un moment de sidération, et juste après la sidération, l'antisémitisme reprend le dessus. Il faut bien effectivement que les victimes soient des bourreaux, et il suffit juste de reconvoquer Hitler, et ça marche tout seul. Alors, on va revenir sur ce travail que vous faites en ce moment sur l'antisémitisme et les penseurs de gauche, puisque c'est un ouvrage que vous êtes en train d'écrire. Je voudrais d'abord qu'on vous pose la question que vous reposez, parce qu'on en avait déjà un peu parlé, mais ça reste quand même un mystère, cette alliance entre la pensée dite progressiste en Occident et puis la vision islamiste ou islamique du monde. En d'autres termes, est-ce qu'il y a une logique idéologique qui est à l'œuvre dans ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que le premier à donner le là, c'est Marx, dans les réflexions sur la question juive. Alors on dit Marx était juif d'origine juive. Je rappelle quand même que son père s'est converti au protestantisme et que lui-même n'était pas circoncis et qu'il n'était pas religieux et qu'il n'était évidemment pas pratiquant et qu'il était franchement athée. Donc c'est un peu facile de dire le juif Marx, d'origine juive probablement, mais enfin, il était quand même protestant. Il y a cette idée que les juifs, c'est le capital. C'est assimilable au capital et à l'argent. Donc ça, c'est la forme que prend l'antisémitisme au XIXe siècle, un peu avant déjà, chez Voltaire, par exemple, ou chez les prétendus Lumières, où on a quand même des Lumières quand même un peu falotes, parce qu'on a des philosophes des Lumières qui sont antisémites. Sade, qui, pour la partie philosophique, du moins, je ne parle pas de la partie pornographique, mais est aussi antisémite. Et donc, il y a cette idée qu'effectivement, les, euh, les Juifs sont à désigner comme les responsables et les coupables de tout, mais j'ai découvert ça dans la philosophie du XXe siècle chez des philosophes de gauche. C'est-à-dire que je me suis dit, mais comment se fait-il qu'on trouve ça alors chez Garaudy, l'inventeur du négationnisme, mais aussi chez le philosophe Alain, chez Ricoeur, chez d'autres. On en reparlera. Le marxisme nous dit il y a le capitalisme, c'est l'opposition, c'est la lutte des classes, c'est l'opposition entre les bourgeois et les prolétaires. Les prolétaires ne possèdent pas les moyens de production, les bourgeois possèdent les moyens de production, et il y a une exploitation des prolétaires par les capitalistes, mais cette exploitation, ça génère une paupérisation, et la paupérisation, de plus en plus de pauvres qui sont de plus en plus pauvres, de moins en moins de riches qui sont de moins en moins de riches qui sont de plus en plus riches. Et Marx nous dit, il faut la dictature du prolétariat. Le moteur de l'histoire, c'est la dictature du prolétariat. Il faut donc que les prolétaires s'organisent et que dans une dictature, alors c'est pas tant le prolétariat, mais c'est l'avant-garde éclairée, dictature de l'avant-garde éclairée du prolétariat, c'est-à-dire le prolétariat des villes, prolétariat urbain, et sûrement pas les paysans. Marx détestait les paysans, qui sont conscientisés politiquement, qui sont syndicalisés, syndiqués, pardon, ils sont adhérents à un parti politique, et c'est avec ces gens-là qu'on va instaurer la dictature du prolétariat. C'était le moteur de l'histoire. Et puis, le capitalisme s'est modifié, c'est d'ailleurs sa définition, et il est devenu divers et multiple. Puis à un moment donné, on se dit, un boulanger, par exemple, qui possède sa boulangerie dans un village, qui travaille 70 heures par semaine, c'est un bourgeois, dans le sens de Marx. Et puis, un patron du CAC 40, qui lui n'est pas propriétaire, mais qui touche des jetons incroyables et qui touche un argent fou, eh bien, c'est un prolétaire. Donc, à un moment donné, on se dit, les catégories ne marchent plus. Et puis, on est obligé de repenser le fonctionnement de la révolution. Où est le moteur de la révolution s'il n'y a plus de prolétaires, au sens ancien du terme, et si la dictature du prolétariat ne fonctionne pas? Il y a eu l'Union soviétique, on a vu que ça ne fonctionnait pas terrible, l'Union soviétique, les pays de l'Est, on a vu le Vietnam, on a vu Pol Pot, on a vu Cuba, on s'est dit, bon, peut-être qu'il faudrait repenser la révolution autrement. Et puis en France, on découvre qu'il y a un prolétariat de substitution, et qui est constitué non plus des ouvriers, souvenez-vous du think tank Terra Nova, qui travaillait pour Dominique Strauss-Kahn, qui à l'époque était présenté comme un futur président de la République, et il y avait une note qui disait laissez
laisser le peuple, laisser les prolétaires chez Marine Le Pen où ils sont déjà partis, chez les Le Pen, peut-être que c'était Jean-Marie Le Pen, peut-être pas encore, laisser chez les Le Pen, et puis nous, on doit s'appuyer sur une autre force, et cette autre force, elle est constituée par les minorités. Minorités sexuelles, minorités raciales, minorités, etc. etc. Et donc, on a tablé après ça sur la créolisation du monde en estimant qu'il fallait transformer la planète, supprimer le capitalisme à l'aide des homosexuels, des gens de couleur, des délinquants, des transsexuels, etc., etc., des néo-féministes, pas tant les féministes à la Simone de Beauvoir, mais les néo-féministes et les déconstructionnistes, etc., etc. Et ils ont constitué un néo-peuple et ce fameux néo-peuple, on lui a dit, à charge pour toi de faire la révolution. Et dans ce néo-peuple, pas trois femmes qui, à l'époque, étaient des lectrices enflammées de livres Simone de Beauvoir en estimant que ce livre était mauvais, qui allait suffire pour faire le moteur de l'histoire. Mais c'est l'islam dont on s'est dit, il est dans les banlieues, il est surtout anti-occidental. Ces gens-là ont la haine de l'Occident, les marxistes, l'internationalisme avec la haine de l'Occident et la haine de la nation, la haine du peuple, la haine de la patrie, etc., etc. Et là, on se dit, il y a une Oumma, c'est formidable, il part du principe qu'un musulman, c'est un pauvre. Un musulman, c'est un exploité. Un musulman, c'est un miséreux. J'oublie qu'il y a aussi le Qatar, il y a aussi l'Arabie Saoudite, il y a aussi les monarques. Dans les monarchies pétrolières, on n'est pas des pauvres. C'est pas comme ça vraiment que ça fonctionne, mais ils ont une espèce de pensée très simple. Ils ont remplacé le peuple à qui on avait confié la mission d'abolir le capitalisme. Ils ont remplacé le peuple par une espèce de néo-peuple. Et dans ce néo-peuple, les musulmans ont pris enfin, certains musulmans, des islamistes plutôt, des gens qui veulent faire de l'islam politique pour détruire l'Occident, ils ont dit à ces gens-là, allez-y, d'autant plus que vous êtes un bras armé, vous êtes fort, vous n'avez pas peur de la violence, vous êtes nombreux, c'est formidable. C'est pas avec quelques homosexuels ou quelques transsexuels ou quelques féministes qu'on va changer le cours de l'histoire, mais avec des musulmans bien déterminés, d'autant que le Coran permet d'en appeler au bellicisme, permet d'en appeler à la destruction des non-croyants, permet d'attaquer les juifs, et il s'appuie sur une phallocratie plus que millénaire. Et là, on a dit, pas de problème, soyons des compagnons de route. Ça, c'est dans un premier temps. Donc, évidemment, il y a un islamo-gauchisme, le mariage de la carpe et du lapin, c'est-à-dire de Marx et de Mahomet, Mahomet et de Marx. Mais ces gens oublient qu'il y a un moment donné où, Rouya Boutelja en a parlé quand il s'agissait de Mélenchon, en disant que c'était une prise de guerre. Mélenchon croit instrumentaliser l'islam, c'est l'islam qui instrumentalise Mélenchon. C'est-à-dire qu'il est bien entendu qu'il y a un moment donné où quand Mélenchon aura été utile faire avancer la cause d'un islam politique et conquérant, ils se débarrasseront de Mélenchon, ça paraît évident, de Mélenchon et des siens. Mélenchon, lui, de toute façon, il n'a pas le sens de l'histoire, il n'a pas le sens de la France, il n'a pas le sens de l'Occident, il n'a pas le sens de l'Europe, il a juste le sens de lui-même. Si ça lui permet, lui, à l'âge qui est le sien, d'arriver au deuxième tour des présidentielles, c'est son Graal à lui, être au deuxième tour des présidentielles. Et il est obsédé par ça. Il sera au second tour, peut-être, avec Marine Le Pen, peut-être, et il perdra parce que Marine Le Pen gagnera. Il n'a même pas pensé qu'il pourrait perdre en étant au second tour. Mais sa stratégie, c'est ça. C'est instrumentalisons l'islam. Et à un moment donné, d'ailleurs, où ça rentre dans sa stratégie, on voit aujourd'hui qu'avec François Ruffin, il y a un point de rupture. Ruffin dit, bah, il n'a pas toujours été comme ça, Mélenchon, mais maintenant il est devenu communautariste, il s'appuie sur l'islam, il défend un islam politique qui n'est pas défendable, notamment l'antisémitisme, et ça c'est plus possible, c'est plus pensable. Là, il y a une espèce de fracture qui s'effectue. Qui ira derrière François Ruffin? Qui ira derrière Mélenchon? À gauche, ils sont prêts à tout pour gagner. Donc, on voit bien aujourd'hui qu'il y a un antisémitisme évident, y compris chez quelqu'un comme Ercilia Soudé, qui fait partie de ceux qui luttent contre l'antisémitisme. C'est l'ironie de l'histoire. Évidemment, ces gens-là portent plainte dès qu'on dit qu'ils sont antisémites, mais il est bien évident qu'on sait qu'aujourd'hui, l'anticapitalisme se double d'un antisionisme et que de ce côté-là, il n'y a évidemment que des antisémites et leurs amis. Alors, vous travaillez, donc, on le disait, sur ce livre sur l'antisémitisme chez les penseurs de gauche. Bon, il semble que tous n'en soient pas morts, mais enfin, beaucoup, effectivement, ont été frappés par cet antisémitisme. Est-ce qu'il faut voir donc dans cette tendance qui est déjà ancienne, vous l'avez dit, qui remonte à Marx, au moins le véritable terreau de l'islamo-gauchisme et comment ça a évolué au cours du XXe siècle? Oui, j'ai été surpris par ce que j'ai découvert, parce que j'ai d'abord fait comme ça, un peu au pied levé, un papier pour le Figaro, où je disais arrêtez cette idée que
À droite, on aurait été antisémite, à gauche, on aurait été philosémite. C'est pas comme ça que ça se passe du tout. Au moment de l'affaire Dreyfus, il y a des gens qui basculent. Il y a des anti-Dreyfusards qui deviennent des Dreyfusards et qui sont des gens de gauche. C'est pas clair. Enfin, si, c'est clair, mais chez Jaurès, par exemple. Donc, j'avais fait un papier sur le 19e siècle. Et puis là, mais un court papier comme ça. Et puis là, je me suis dit, mais il y a quand même des choses chez Sartre, puis chez Beauvoir. Je le savais chez deux ou trois. Chez Alain, le journal d'Alain est terrible. C'est moi qui l'ai préfacé. C'est moi qui ai rendu possible la publication de ce journal inédit. Et quand l'éditeur m'a demandé une préface et que j'ai fait cette préface en expliquant la nature et l'étendue de l'antisémitisme d'Alain, il a refusé ma préface. Donc ils ont fait leur livre entre eux. Moi, j'ai fait un livre à part qui s'appelle Le solstice d'hiver où je raconte l'antisémitisme d'Alain. Mais les Aliniens, les gens qui défendent Alain aujourd'hui, disent toujours que, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais que c'est un vieux monsieur et qu'il a dit un peu n'importe quoi, etc. Ce qui est faux. Il a fait une dizaine de livres après qu'il ait écrit ses sottises en disant qu'il préférait Hitler au général de Gaulle. Et pour quelqu'un qui perd la tête, écrire une dizaine de livres, c'est quand même un peu étonnant. Mais je me suis aperçu que chez Sartre, évidemment, chez Simone de Beauvoir, bien sûr, chez Deleuze, Éloge d'Arafat, on a ça également chez Simone de Beauvoir, qui sont tous des gens qui ont adoré l'ayatollah Khomeini, par exemple. Et il y a toujours cette espèce de fascination de Jean-Paul Sartre, y compris chez Bernard-Henri Lévy, allez savoir pourquoi, qui nous fait le siècle de Sartre en nous disant que ce type est fantastique, merveilleux, formidable, etc. Qui écrit les réflexions sur la question juive? Et je me dis, mais comment, par exemple, des gens peuvent imaginer que les réflexions sur la question juive, c'est un livre philosémite, mais c'est un livre antisémite. Voilà quelqu'un qui nous dit, c'est l'antisémite qui crée le juif. Moyennant quoi, il n'y a pas d'existence historique du peuple juif. Il y a en revanche un antisémite, et puis l'antisémite, il déteste quelque chose qui n'existe pas avant lui. Il y a même une espèce de paralogisme à dire que le juif est créé par l'antisémite, parce que si l'antisémite est antisémite, c'est qu'il y a un antisémite auquel il s'oppose, avant même de s'y opposer. Et je dis, mais cet exercice de normalien de Jean-Paul Sartre a bluffé un nombre incroyable de gens, y compris de juifs, qui persistent aujourd'hui à dire que ce livre est un grand livre. Ça n'est pas un grand livre, c'est un livre extrêmement dangereux. Robert Misraï l'avait découvert, alors qu'il était un intime de Sartre et qui avait compris, lui, qu'il y avait quand même un problème à faire du juif, non pas un peuple qui avait 3 millions d'existence, mais une création d'un antisémite dont Sartre n'a jamais d'ailleurs dit qu'il était. Et puis vous continuez comme ça, puis vous apercevez que même chez Foucault, qui n'est pas vraiment antisémite, mais qui est quand même très philo-iranien, une défense de la révolution iranienne, il ne voit pas du tout que cette révolution iranienne, elle est antisémite. Chez Ricoeur, c'est terrible chez Ricoeur qui passe un temps important pendant qu'il est dans un camp de prisonniers, dans un oflag, pas dans un camp de concentration, mais dans un oflag, il se met à faire des cours qui sont des cours d'éloge de Pétain, du maréchal Pétain, de l'idéologie du maréchal Pétain. Il dit, ah, mais ça a été jusqu'en 41. C'est pas jusqu'en 41. On a découvert qu'il a publié jusqu'en 1944. Après, il ne pouvait plus. Donc on se dit, tiens, c'est quand même étonnant. Et le magistère de tous ces gens-là, de gauche bien sûr, le magistère de ces gens-là a fait que l'antisémitisme a infusé dans la pensée française. Au point que chez un Jean-Luc Nancy, par exemple, on a exactement la même chose. Cette façon de dire Heidegger, grand philosophe, Jean-Luc Nancy dit de moi dans la presse que je suis antisémite, mais en n'apportant évidemment aucune preuve. Mais ça fait quand même de l'effet. Il y a plein de gens qui y ont cru à l'époque. Et en même temps, il nous dit Heidegger est formidable. Mais Heidegger a eu sa carte au parti nazi. Il a eu sa carte au parti nazi de 1933 à 1945. Après 45, c'était plus possible. Il a Il été. il n'a jamais reconnu, enfin, il n'a jamais fait de. C'est ce que euh, j'ai ajouté, c'est-à-dire que jusqu'à sa mort, 1976, il n'y a pas un texte de lui qui dirait je me suis trompé, j'ai commis une erreur. Pas du tout. Il y a même un texte où il explique qu'en gros, le problème de la Shoah, c'est le problème de la technique. En gros, c'est le problème de la nature de la chambre à gaz et du four crématoire. La problématique, c'est pas qu'on y détruise des juifs, c'est la technicité mise au service de la destruction. Et on se dit, des gens comme. Alors, il y en a des Heideggeriens en France. Il y en a. Quand vous faites une liste, elle est longue comme ça. Et ça va de Foucault jusqu'à aujourd'hui, tous les gens qui passent pour des philosophes parce qu'ils sont lus par 300 personnes. Et donc, on en arrive à des gens comme Badiou, je vais me répéter, mais qui disent que si on veut arrêter le problème entre Israël et les Palestiniens, eh bien, il faut que non pas les Palestiniens fassent quelque chose, mais que les Juifs commencent par faire quelque chose. Et il leur dit oubliez l'Holocauste. D'abord, il dit je ne veux pas qu'on utilise le mot Shoah, une espèce de préemption sur ces questions génocidaires, et il ne veut pas qu'on utilise ce mot, donc c'est sciemment qu'il utilise le mot Holocauste, et il dit aux Juifs bon, hey, ça suffit.
Et en quoi le fait d'oublier l'Holocauste, entre guillemets, pour les Juifs, ça changerait quelque chose au problème, selon lui, pour lui? Lui, selon lui, lui, il nous dit que le mot juif, c'est déjà une obsession chez lui de ne pas parler des juifs, mais du mot juif. C'est-à-dire le mot, ça n'existe pas, un mot. Il y a un signifiant, il y a un signifié. S'il veut faire le Ni le kéké, nom aussi, parfois, le nom juif. le nom, mais le mot aussi. Enfin, il y a cette idée que il n'y a pas d'articulation entre le signifiant et le signifié. Ce serait juste un mot en l'air comme ça qui ne signifie rien. Il n'y aurait pas de chair au mot juif, au nom juif. Il y a des millions de gens qui ont été juifs, qui sont juifs, et il y en a eu 6 millions qui sont morts. Donc, il y a un moment donné où il faudrait qu'il cesse d'être platonicien. Badiou, c'était un grand platonicien, mais des platoniciens qui s'en viennent nous dire qu'on doit pouvoir oublier un moment de l'histoire qui est devenu constitutif de l'histoire. Et imaginez qu'on puisse dire à, à Alain Badiou, oubliez la Révolution française, qu'on commence par y penser ou par y réfléchir, oubliez Mao, oubliez la révolution culturelle de Mao, etc. On ne peut pas d'abord oublier l'histoire, effacer l'histoire, c'est problématique. Et ensuite, pourquoi faire? Qu'est-ce que ça veut dire, passer par perte et profit la Shoah? C'est exactement ce que dit Garaudy, qui lui est communiste pendant des années et qui est l'inventeur du négationnisme. Et j'ai vu des textes mais incroyables. Ce type est devenu un héros. Alors, après avoir été un héros au Parti communiste pendant un quart de siècle, il est devenu un héros après ça dans un certain nombre de pays musulmans, notamment l'Iran, où il était reçu avec les honneurs pour nous expliquer qu'il n'y avait pas eu de chambre à gaz, qu'il n'y avait pas eu d'Holocauste, que tout ça avait été inventé par les Juifs pour qu'un jour naisse l'État d'Israël, etc., etc. C'était dit par des philosophes qui avaient pignon sur rue et qui ont joué un rôle important dans la constitution de la psyché du gauchisme culturel qui a imprégné le XXe siècle. Quelle différence alors entre cet antisémitisme-là et l'antisémitisme plus traditionnel, on va dire, qui est classé généralement à droite? On a l'impression que ce sont les mêmes arguments finalement. Oui, il y a des moments où on peut imaginer que ça coïncide, mais pas toujours. Il y a cette idée de Maurras que il faut attaquer les francs-maçons, les juifs et les protestants parce qu'ils sont un État dans l'État. Et la droite, la plupart du temps, elle estime que les juifs font sécession, qu'ils sont inassimilables, alors ils sont un exemple avec les Arméniens d'assimilation. C'est-à-dire que, sauf quelqu'un qui porte une kippa, on ne peut pas savoir qui est juif, qui n'est pas juif. Et moi, j'ai des amis qui, eux, sont juifs et personne ne le sait, mais simplement, dans leur intimité, ils pratiquent leur religion. Donc, on ne peut pas imaginer qu'ils sont impossibles à intégrer. C'est le mode même de l'intégration. Et donc, c'est cette idée maurassienne qu'on retrouve à droite que pour faire une nation, pour faire un État, pour constituer une communauté, il y a des gens qui sont faits pour ça, les nés natifs, les gens qui sont enracinés, les blancs des régions, etc. Ceux-là, ils peuvent constituer une nation, mais les autres sont inassimilables. C'est ce que dit Jean Guiton dans un petit livre qui est pour moi le livre brun du fascisme français, mais qui aurait pu être signé par Ricoeur, où ils expliquent, alors il est très malin, lui, il évite de dire clairement sur la question des Juifs, c'est un jésuite un peu à sa manière, mais il dit il y a des gens qui sont inassimilables. Et c'est cette idée que quand vous avez un juif, il était inassimilable. C'est cette idée qu'ils sont tellement inassimilables qu'ils veulent la guerre. Et tous ces gens qui ont connu la guerre 14-18, qui étaient même des gens de gauche, hein, Céline était un anarchiste de gauche, mais un certain nombre de gens qui ont connu la Première Guerre mondiale et qui sont devenus pacifistes en disant plus jamais ça, der des der, le jour où ça redémarre avec Daladier, avec Munich, avec Hitler, etc., ils disent ah non, 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 on a déjà donné, donc non, la paix est plutôt la paix que la guerre et la paix avec n'importe qui. D'où le fameux slogan plutôt Hitler que Blum. Et puis, on voit bien que ces gens-là, ils se mettent à trouver chez le juif le bouc émissaire idéal en disant mais s'il y a une guerre, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre d'Hitler, c'est la guerre des juifs. Je dis mais c'est la guerre d'un antisémite, c'est la guerre voulue par un antisémite, et vous avez des gens qui disent que c'est une guerre voulue par les Juifs. Elle est voulue par Hitler, mais elle est quand même voulue par les Juifs. Je rappelle que dans Bagatelle pour un massacre, une espèce de grand livre délirant de Céline, il y a un moment donné où Céline attaque Hitler parce qu'il dit qu'il est juif. Pour vous dire jusqu'où ça va. Donc effectivement, il y a à droite cette idée qu'un juif est inassimilable, qu'il ne permet pas à la communauté française nationale et qu'il faut s'en débarrasser. Alors, quelle forme ça doit prendre? On sait que Maurras n'a pas été collaborationniste, hein, par nationalisme, mais qu'il est revenu un peu sur la fin, sur la question de l'antisémitisme. On sait d'ailleurs que Pierre Boutang, qui a été mon prof à la Sorbonne, a été le secrétaire de Maurras et que sur la fin,
Il a écrit des très belles pages sur Israël, qu'il était devenu l'ami de George Steiner et qu'il a écrit des très belles choses sur le peuple juif. Enfin, il s'était passé quand même pas mal de temps avant qu'il en arrive là. Donc il y a effectivement cette idée que les juifs possèdent le capital à gauche, c'est la thèse, et puis à droite, c'est les juifs ne peuvent pas permettre une communauté nationale parce qu'ils sont sécessionnistes, ils sont obsédés par l'argent, il y a à peu près que ça qui les intéresse. Voilà ce qui les distingue, mais finalement, ils finissent par faire une espèce de voyage en commun. Je rappelle quand même que l'extrême droite, la vraie, hein, Marine Le Pen n'est pas d'extrême droite, mais l'extrême droite, la vraie, un casqué armé botté, etc., même encore celle d'aujourd'hui, elle est pro-palestinienne et elle est antisioniste. Donc, on voit bien que c'est un marqueur aussi dans l'antisémitisme de l'extrême droite et aujourd'hui l'antisémitisme de l'extrême gauche qui se rejoignent. Alors, on va rester un instant, si vous voulez bien, sur la situation de l'Occident, puisque vous avez diagnostiqué, il y a plusieurs années, hein, la fin, disons, de la civilisation occidentale, son essoufflement, fin de l'Occident en tant que puissance, en tout cas économique. Alors, vous avez parlé du capitalisme à plusieurs reprises. On a l'impression que le capitalisme occidental, malgré tout, semble toujours faire prendre preuve d'une certaine capacité de survie. Le fait, par exemple, que les GAFAM qui dominent aujourd'hui le monde, qui imposent des codes, est-ce que c'est pas le signe que, au point de vue technologique, que les superstructures idéologiques du monde, libérales, mondialisées, ont encore une certaine vitalité? Alors moi, je ne suis pas d'accord avec Marx qui date la naissance du capitalisme et qui nous dit, puisque ça a une date de naissance, ça peut avoir une date de décès. Il y a un intérêt pour Marx à laisser croire que le capitalisme naîtrait dans des conditions particulières et pourrait mourir dans des conditions particulières aussi. Révolution industrielle, il faut la révolution industrielle, et puis on a le capitalisme, et puis on fait la révolution marxiste, communiste, et puis on obtient la disparition du capitalisme. Ça, c'est un élément de langage marxiste repris par tout le monde. Moi, je ne crois pas ça. Je pense qu'il y a, je l'ai déjà dit, et je le redis, permettez-le, mais permettez-le moi, je veux dire, le capitalisme, pour moi, est consubstantiel à l'homme. C'est-à-dire qu'il y a un capitalisme préhistorique. Quand je dis préhistorique, je parle de la période historique qu'on appelle la préhistoire. Et que, par exemple, quand vous faites de l'archéologie, dans les tombes préhistoriques, vous vous apercevez qu'on est capable de savoir aujourd'hui sur quel lit de fleurs étaient déposés les cadavres, avec le travail sur les pollens, etc., etc. Et on trouve des bijoux. Et les bijoux sont fabriqués, non pas avec des cailloux du gravier, mais sont fabriqués avec des pierres précieuses ou semi-précieuses ou avec des coquillages rares. Donc, c'est la rareté qui fait la valeur. Voilà. On est dans le capitalisme. La rareté qui fait la valeur permet les échanges, et dès qu'on est dans cette formule-là, on est déjà dans une formule capitaliste. Donc on pourrait faire la même chose avec les pyramides, et montrer qu'il y a un capitalisme égyptien qui rend possible la construction des pyramides avec des classes d'esclaves, etc., etc. On pourrait relire Aristote à la lumière de cette question-là, quand il nous dit, tant qu'il y aura des esclaves, enfin tant qu'on n'aura pas trouvé des navettes qui marchent toutes seules, il faudra des esclaves, etc. Eh bien, il a raison de le dire comme ça, mais ça suppose un autre capitalisme. Et puis, il y a le capitalisme dont Marx nous dit, il naît à l'époque industrielle, c'est un capitalisme industriel. Donc, il faudrait à chaque fois ajouter un mot qui puisse permettre de qualifier le capitalisme. Vous pouvez avoir un capitalisme préhistorique, féodal, égyptien. Alors aujourd'hui, il est plutôt financier. Vous, vous êtes pour le retour de la souveraineté des nations, hein, c'est un processus qui est en cours apparemment. Euh, mais on a le sentiment que ce n'est pas si facile que ça de faire renaître des nations et que malgré tout, il y a une force mondiale du monde, de la mondialisation, on va dire, qui s'y oppose. On le voit par exemple pour l'Europe. Oui, alors moi je ne dirais pas du capitalisme qu'il est financier. Je pense qu'il est aujourd'hui vert et que on fait de l'argent avec l'argent, ça c'est sûr. Mais qu'on fait aussi beaucoup d'argent, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent, il y en a très peu. Mais il y a en revanche beaucoup de gens qui sont des consommateurs. Et aujourd'hui, si on veut vous faire consommer, c'est-à-dire vous faire vendre, acheter, faire des transactions, permettre des bénéfices, il faut aujourd'hui vous expliquer qu'il vaut mieux acheter une voiture hybride ou une voiture électrique, qu'il vaut mieux avoir un vélo à moteur électrique, une trottinette à moteur électrique, qui sont des occasions de déplacement doux, et il vaut mieux manger propre et sain, qu'il vaut donc mieux manger bio, etc., etc. Enfin, tout est fait pour faire de l'argent avec l'écologie. Tous ces gens, d'ailleurs, qui nous disent il ne faut pas prendre l'avion, il faut être décroissant, etc., sont tous des gens qui ont un téléphone portable et tous des gens qui ont un ordinateur. Ils sont gros consommateurs d'électricité, gros consommateurs de métaux rares, gros consommateurs d'exploitation des sous-sols de pays qu'on va exploiter. La Chine va exploiter l'Afrique aujourd'hui, entre autres, pour aller chercher les métaux rares qui sont nécessaires à la constitution d'un certain nombre de choses, mais pas seulement les choses dont je viens de parler, le téléphone, la trottinette, la voiture, etc., les moteurs électriques, mais aussi les supraconducteurs des armes, notamment des armes atomiques.
C'est-à-dire qu'on sait très bien aujourd'hui que si vous avez des supraconducteurs qui permettent des déplacements plus rapides que d'autres, d'une milliseconde, c'est votre bombe qui arrive avant la bombe du voisin. Donc on sait aujourd'hui que celui qui dispose des métaux rares dispose de l'arme des autres. Et c'est la Chine aujourd'hui qui dispose de ces armes-là. Et le capitalisme aujourd'hui, il permet la bonne conscience des gens, parce que quand vous mangez, il faut que dans votre assiette, vous soyez vertueux, il y a des choses qu'il ne faut pas manger. Après, on vous dit qu'il ne va pas falloir manger des animaux, la souffrance animale, donc on vous fait du faux lait, du faux beurre, du faux foie gras, on appelle ça du faux gras. Et puis, le capitalisme, il est là. Je ne vais pas parler pour vous, je ne voudrais pas être insolent, mais je parle pour moi et mon âge. Je veux dire, les gens de ma génération sont des gens qui sont encore un peu lucides sur cette question-là. Mais vous prenez la génération des gens qui ont 20 ans, 30 ans, ils sont complètement dans cette logique-là. Ils consomment comme ça. Il faut donc une électricité propre, pas de centrales nucléaires, des centrales, enfin des panneaux voltaïques chez soi, etc., etc. Et le capitalisme aujourd'hui, il est vert et prétendument vertueux. Par ailleurs, il y a aussi un capitalisme financier, mais je dirais c'est la base continue du capitalisme Et il va aujourd'hui. survivre, ce capitalisme, à la fin de la civilisation occidentale, c'est ça que vous nous dites. Oui, je pense. Après, il y a des capitalismes, par exemple, moi je suis proudhonien. Donc ma gauche est proudhonienne, mon socialisme est proudhonien. Et donc il y a un socialisme il y a un socialisme qui peut être capitaliste, qui n'exclut pas le capitalisme. C'est-à-dire quand Mitterrand dit en 74, je crois, au congrès d'Épinay, quiconque ne veut pas rompre avec le Parti socialiste, avec le capitalisme ne peut pas être socialiste, et tout le monde applaudit, on voit bien ce que ça a donné. La rupture avec le capitalisme, ça n'a pas de sens. Simplement, dites-nous quel capitalisme vous voulez. Moi, je suis plutôt pour un capitalisme qui permet aux paysans de vendre directement par des coopératives, par des mutualisations, par des ralentissements, des circuits courts, la possibilité de créer des coopératives. Ça reste du capitalisme. Il s'agit juste de dire, j'ai travaillé, j'ai investi, il faut que je puisse rentrer dans mon investissement, il faut que je dégage un bénéfice et que ce bénéfice me permette de continuer. Après, il y a des gens qui disent, moi, ce qui m'intéresse, c'est le maximum de bénéfices avec le minimum d'investissement. On n'est pas dans la même logique. Mais moi, je connais plein de paysans ou plein de gens qui, en campagne, ont juste envie de pouvoir continuer à travailler. Paysans qui disent pas, mais moi, j'ai regardé, je fais 35 heures. C'est comme ça que ça se passe. Mais qui disent, ça me gêne pas de faire 60 heures, de travailler le dimanche parce que la traite m'y oblige, de ne pas prendre de vacances, ça me gêne pas du tout. Je veux juste pouvoir travailler dignement de mon travail. Eh bien, on peut fabriquer un capitalisme en faveur de ces gens-là qui soient mutualistes. Donc, simplement, le capitalisme n'est pas obligatoirement une bête fauve qui saute à la gorge des plus petits, des plus modestes, en disant je t'exploite et je veux faire de l'argent avec ton travail. Proudhon rend possible effectivement un capitalisme libertaire. Michel Onfray, bon, il va falloir qu'on s'arrête. J'aurais quand même une dernière question. Il semble que finalement vos travaux, votre réflexion se recentre beaucoup sur bon, la question juive, on va dire, si vous me permettez de reprendre ce titre de Sartre. En quoi est-ce pour vous finalement une question centrale, cette question du fait juif dans le monde, dans la pensée, dans la société Parce que je philosophique? parle depuis longtemps d'une guerre civile à bas bruit, et on me dit, ah là là, on fait exagérer, on dit n'importe quoi, etc. Et je dis maintenant, bon, elle est de moins en moins à bas bruit, et quand on commence à agresser des gens même physiquement, et même à les tuer parce qu'ils sont juifs, et que on voit aujourd'hui tous les matins qu'il y a eu des coups de couteau, qu'il y a eu des gens qui roulent sur d'autres en voiture, des individus qui descendent dans un endroit et qui rafalent à la Kalachnikov, etc., etc. On a une guerre civile. Et on me dit, mais une guerre civile, c'est quoi? Eh bien, ce sont des Français qui tuent d'autres Français. Et il y a aujourd'hui des Français qui tuent d'autres Français. Je, je ne voudrais pas nommer quelqu'un parce que c'est une conversation privée, je ne voudrais pas l'impliquer, mais quelqu'un qui est connu et qui a beaucoup fait l'éloge de Marseille et qui aujourd'hui me dit, au-delà d'une certaine heure, c'est dangereux de se déplacer dans Marseille. Je dis, dis-le maintenant, dis-le publiquement. Non, c'est pas possible, etc. Donc, je pense qu'il y a effectivement une espèce de guerre civile à bas bruit là, qui se manifeste, qui a un bruit de plus en plus important, et que c'est dangereux d'être juif aujourd'hui. C'est problématique d'être juif en France, que sortir avec une kippa, c'est s'exposer dans le métro, dans la rue, dans certains quartiers de Paris, mais aussi dans plein d'autres endroits. Et il y a un vrai danger aujourd'hui. Je trouve que on peut pas, quand on est philosophe, ne pas regarder par sa fenêtre, regarder ce qui se passe, voir la dangerosité de la vie
Il y a des gens aujourd'hui, de la vie de certains, il y a des gens aujourd'hui qui sont exposés, les juifs sont exposés, les jeunes femmes sont exposées, enfin les femmes ou les belles femmes, je dirais même encore, pas forcément les femmes. Je vois, moi, au pied là, de l'endroit où j'habite, des gamins qui sont 8-10 et qui sont là, désœuvrés, et qui sont avec des Nike toutes neuves, avec des vêtements à capuche, avec des téléphones portables tout neufs, et qui, de temps en temps, agressent des jeunes filles ou harcèlent des jeunes filles. On est dans la comédie, hein. Je ne sors pas le soir comme ça tard, mais je me dis, oulala, ça donne quoi ces individus dans un autre endroit, avec moins de lumière, à 11h30 du soir, avec une jeune fille qui passe, ou etc., etc. Il y a des faits divers ici à Caen, hein. Donc je dis, il y a une vraie problématique, effondrement d'une civilisation, avec un certain nombre de barbares qui ont décidé que la civilisation française n'a rien à faire, la culture française n'a rien à faire, la loi française n'a rien à faire, la France n'a rien à faire, et qui disent la police, nique la police, ou qui nous disent, avec des hommes politiques qui les soutiennent, des hommes et des femmes politiques qui les soutiennent, qui nous disent que la police tue. Non, la police se fait tuer, elle se fait beaucoup plus tuer qu'elle ne tue. Et quand elle tue, la plupart du temps, c'est parce qu'il s'est passé des choses qui l'ont mise en situation d'autodéfense. Donc je pense qu'il y a une vraie dangerosité physique. Après, je ne vais pas parler de moi, mais je veux dire, les menaces de mort, les Vraiment, menaces j'allais de... quand même vous poser la question, vous-même, vous avez l'impression que vous vous sentez menacé parfois directement? Bah, je ne répondrai pas à cette question pour éviter d'inquiéter mais les miens. Mais il est bien évident qu'aujourd'hui, dès que vous dites quelque chose, c'est repris, écouté, commenté sur le net, puis qu'après, oui, il y a des comportements d'individus qui vous font savoir, enfin, qui cherchent à vous intimider. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a des députés de la France Insoumise qui le font, il y a un parti comme la France Insoumise qui le fait publiquement, il y a des gens qui descendent dans la rue, des imams qui invitent à faire l'intifada dans Paris, dans Marseille et jusqu'à Jérusalem et qui ne sont pas inquiétés et qui ne sont pas dénoncés par la France insoumise et qui ne sont pas dénoncés par ceux qui sont à la traîne de la France insoumise, c'est-à-dire tous les socialistes là qu'on voit manger dans la main de Mélenchon. Oui, il y a une vraie dangerosité à laisser faire les choses comme elles se font tout de suite. C'est-à-dire que Kojève disait de mai 68 que c'était pas grave, que c'était rien passé parce qu'il n'y avait pas eu de mort. Je pense pas que ce soit suffisant qu'il y ait un mort pour que mai 68 n'ait pas eu lieu. Mais je pense que le premier qui fera couler le sang, et quand je parlais tout à l'heure de la vraie extrême droite, pas Marine Le Pen, etc., mais des gens qui, eux, sont armés, sont néo-nazis, sont pro-palestiniens, etc., mais ont envie de défendre, etc., etc., le jour où ils descendront dans la rue avec des armes, parce que d'autres seront aussi descendus dans la rue avec des armes, ce sera beaucoup plus difficile de résoudre le problème. Et je ne vois pas quel Macron ou quel macronien ou quel socialiste macronien, maastrichtien, je ne sais quoi, pourrait résoudre ce problème-là. C'est assez problématique. C'est des petits-enfants. Et je me dis, mais je ne serai plus là dans 20 ans, mais à quoi va ressembler le monde dans lequel ils évolueront dans 20 ans? Je ne suis pas bien sûr qu'il y ait encore beaucoup de juifs en France qui accepteront de prendre des risques du simple fait de descendre, d'aller faire leurs courses et puis de remonter chez eux en se disant, je peux me faire insulter, prendre un coup de couteau, égorger, je ne sais quoi. Personne ne prend cette chose-là à bras le corps, surtout pas le président de la République, qui d'ailleurs lui trouve très opportun de ne pas aller à la manifestation contre l'antisémitisme, tout est dit. Alors effectivement, bon, ça explique peut-être que les chiffres de l'ALIA sont en hausse forte pour la France, en tout cas, pas pour tous les pays, mais pour la France, hausse très sensible cette année. Ceci explique cela, sans doute. Oui, bien sûr, mais vous vous rendez compte que des gens qui vivent en France préfèrent aller dans un pays où c'est la guerre, où on les menace de bombes atomiques, où l'Iran les menace de bombes atomiques et de destruction, où en gros, ils ont quelques amis du côté de la Russie, ou etc. Et se dire, non, non, je quitte la France, c'est trop dangereux, je vais dans un pays où la guerre nous est déclarée, au nord avec le Liban et le Hezbollah, au sud, etc. Enfin, vous dites, mais c'est avec Gaza, et puis partout ailleurs, c'est incroyable, mais je comprends. Je comprends que dans un grand geste d'élégance, on puisse choisir ses risques en disant je préfère éventuellement mourir là-bas plutôt qu'ici. Mais ça m'effraie. Ça m'effraie que dans ce pays, on perde cette substance qui constitue le noyau dur de ce que j'appelle le judéo-christianisme. Peut-être qu'en Israël, il y a précisément des raisons de continuer la lutte, une sorte d'idéal qui survit malgré tout, et une sorte de D'abord, résistance. oui, parce il y a une communauté juive en Israël. Même s'il y a la droite, la gauche, etc. Il m'est arrivé de faire des conférences, d'ailleurs, c'était grâce à vous et avec vous, mais où on voyait des gens qui s'empoignaient de droite et de gauche, ils étaient d'abord israéliens.
Il y a pas cette communauté en France avec la communauté juive. On fait pas cette communauté, quelques-uns, si, bien sûr, mais c'est pas suffisant. Et il y a d'abord même une anti-communauté en présence des juifs. On voit de temps en temps des images, des gens commencent à agresser quelqu'un en disant t'es juif, tu ressembles à un juif, ou même quelqu'un qui porte une kippa. Il se passe quoi? Tout le monde regarde un peu en l'air, sauf l'autre jour, une jeune fille formidable qui a dit je vais te dénoncer à la police, je vais aller à la police, ou etc., etc. Mais il n'y a pas un grand mouvement non plus de manifestation en faveur des Juifs en France. Hein. J'ai vu l'autre jour des images, moi je suis à Caen, il y a pas de, je suis pas à Paris, donc, mais j'ai vu une manifestation, c'est pas en faveur des otages, mais enfin pour penser aux otages, pour dire on les oublie pas, etc. Il y avait des images, alors vous savez, on regarde les plans, mais des fois il faut regarder autour et vous vous dites qu'il n'y a pas grand monde. Si c'était filmé avec un drone, on verrait un petit groupe. C'est pas normal. On devrait avoir des foules dans la rue pour dire mais c'est pas possible, c'est pas acceptable. Non, il y a des foules avec des drapeaux palestiniens, mais il n'y a pas de foule en faveur des juifs. Et puis quand il y a une manifestation contre l'antisémitisme, on voit zéro drapeau israélien parce que ça se joue dans le cadre de la communauté française. Or, la communauté française n'est pas à la hauteur de la question juive en France. Et les hommes politiques, alors je ne parle pas de la gauche qui pour moi est corrompue, toute la gauche est corrompue, le fameux nouveau Front populaire pour des plats de lentilles, là, pour avoir 3 postes de députés au lieu de 2, qui sont allés se vendre à Mélenchon, qui les mène par le bout du nez. Pour moi, c'est une corruption généralisée, c'est définitif pour moi, tout ça. Et puis des gens qui, à droite, courent un peu après, quoi. On se dit, bah, on voit bien comment le fameux bloc macronien finit par aller de ce côté-là. On a quand même entendu Gabriel Attal, Premier ministre, faire savoir qu'il valait mieux un vote La France Insoumise plutôt qu'un vote Rassemblement National. Je suis désolé, mais je pense que la France Insoumise, c'est un parti dangereux pour les Juifs. Je ne sache pas que le Rassemblement National le soit. Moi, j'ai rien vu qui permettrait de le conclure, sauf des arguties idéologiques et des idées générales. Michel, on fera une bonne nouvelle pour terminer parce que on projette de vous retrouver peut-être début décembre à Jérusalem pour une soirée mosaïque. Évidemment, on vous tiendra au courant quand la chose sera véritablement scellée. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé une nouvelle fois cet entretien pour Mosaïque. On a fait le tour de beaucoup de questions, beaucoup d'éléments ont été notés. Je pense que ça mérite évidemment réflexion. On attend vos commentaires, s'il vous plaît, de manière constructive et toujours argumentée si c'est possible. Et merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.